Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle idée week-end dans nos échappées belles et on démarre avec une petite devinette. Si je vous dis que nous sommes au cœur des pays baltes, à quelques encablures à vol de mouette de la Baltique, dans la capitale de la Lettonie, vous me dites Riga et vous aurez bien raison. C'est ici probablement dans les pays baltes que se sont passés les plus grands bouleversements en Europe ces 20-30 dernières années. Donc les Lettons que nous allons rencontrer ont forcément plein de choses à nous dire. Donc partons à leur rencontre. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 20h30. Pour ce week-end en Lettonie, Sophie a choisi Riga et sa région. Riga, c'est vraiment ma ville préférée. Une histoire omniprésente. Vous êtes supposé incarner le futur de l'Europe et du monde. Mais ce que je vois en face de moi, c'est une bande de clowns. Une soif d'indépendance. Je ne connais rien de meilleur que le jus de bouleau. C'est comme un élixir naturel. Et un gros appétit de liberté. Les gens à Riga aiment bien dire que le marché ressemble à une république séparatiste. Pour moi, ça a le goût de l'époque soviétique. Et c'est le goût de ce marché. C'est du saumon, tout droit sorti de la mer Baltique. Ça vaut de l'or. C'est très relevé, c'est parfait. Ouais, waouh! Riga, c'est aussi un voyage dans le temps. Mais quelle drôle voiture avez-vous? La me dame rappelle- 1986. Oh. Votre château, c'est une jolie petite résidence d'été quand même. Hein. C'est dommage, on n'a pas le temps, on n'a pas de musique parce qu'on aurait pu danser là. Ah oui, Hein? ça invite à la danse. 3 jours pour se détendre et pour se laisser surprendre. J'ai encore une surprise pour toi. Ceci est la clé d'or de mon trésor. Bon week-end, Sophie. On t'es habitué toi, j'en pleure dis donc. La tienne. Bonjour. 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 Sophie. Sophie, enchantée. Nice to meet Oh bah, quel accueil. Maybe let's go Rentrons in. vite, je ne voudrais pas que tu attrapes froid. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est chaleureux chez vous. Quelle belle maison, vraiment. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces maillots de rugby des All Blacks? Je suis néo-zélandais et les All Blacks, c'est mon équipe et nos ennemis sont les Français. Vous avez l'habitude de nous battre régulièrement en Coupe du Monde de rugby, Ouais, je sais. ce qui est pour nous une catastrophe nationale. Je vais là, regarde. On arrive chez toi. Oh, c'est mignon. Ah, je vais être très très bien. Et voilà ta chambre. Merci beaucoup pour l'accueil en tout cas. Hein. Merci. À tout à l'heure. Ils sont vraiment charmants tous les deux. Oh, super. Bien, Anna. Sophie, Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, Sophie, et toi? Très très bien. Tu as bien fait ton voyage. Écoute, j'ai mis à peine 3 heures pour arriver jusqu'ici depuis la France. Je pourrais presque venir ici tous les week-ends. Hein. Tu es bienvenue à Riga. Merci beaucoup. Alors là, pour commencer, où sommes-nous? Nous sommes place Doams, Duomo-Laukuma, et nous sommes devant l'église de Doams. C'est un endroit symbolique de Riga et historique aussi. C'est par ici que Riga commence, dès le XIIIe siècle. Les premiers fondements de la ville remontent au XIIIe? Oui, tout à fait. Riga a connu beaucoup de maîtres. Et de domination. Il était, oui, dominé par des Allemands, des Suédois, des Russes, des Soviétiques. Et voilà, actuellement, nous sommes libres. Depuis 91? Depuis, tout à fait, tout à fait. Tiens, Sophie.
Sophie, l'incontournable de Riga, les trois frères. Les trois frères, les trois maisons Oui, qu'il y a ici. voilà. Pourquoi on dit pas les trois sœurs alors? Parce que ce sont pas les maisons finalement, mais ce sont des bâtiments D'accord. donc masculins datant du XVe siècle. Et ils sont accolés l'un à l'autre. Voilà pourquoi les frères, ou si tu préfères, les trois sœurs. C'est vraiment la carte postale de Riga, hein, ces bâtiments. Oui, tu vois, et surtout les fenêtres, très caractéristiques pour le XVe siècle, avec de petits carreaux. Typique de l'époque médiévale. Voilà, exact. Ce que j'adore dans cette ville, à part les rigandines et les rigandins... C'est le nom des habitants, tu es une rigandine donc. Oui, tout à fait. Très bien. Oui, bien sûr, c'est l'architecture. À travers l'architecture, tu peux voir, sentir l'âme de cette ville. Voilà, Sophie, nous sommes devant l'église Saint-Pierre et on va découvrir la ville d'en haut. La vieille ville est à nos pieds. D'accord. C'est pas très grand, c'est juste autour de l'église et après les quartiers nouveaux qui commencent. Alors la Lettonie est le plus petit des pays baltes, mais Riga la plus grande des capitales, non? Tout à fait. La ville compte à peu près combien d'habitants? À peu près 700 000. Si nous prenons par rapport aux trois villes baltes, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie a eu toujours plus d'importance du point de vue du commerce, des échanges. Dis-moi, tu étais toute jeune en 91, mais est-ce que tu te souviens justement de cette période du passage à l'indépendance? Ah oui, parfaitement. C'était des grands moments dans la vie de chacun, à mon avis. Du jour au lendemain, on se retrouvait dans un autre bateau, dans une autre barque. Ils ont la trentaine, l'âge de l'indépendance. Ils sont la première génération à avoir grandi libre dans un Riga où chaque monument, chaque quartier raconte ce moment historique. À commencer par la place de l'Indépendance. Tout commence ici à la fin des années 80. Des milliers de Lettons envahissent la place pour mettre fin à 50 ans d'occupation soviétique. Laïma, jeune espoir musical du pays, n'avait alors que 4 ans. J'étais une toute petite fille quand les émeutes ont éclaté dans Riga en 1991. Ma grand-mère était hospitalisée tout près d'ici. C'est une époque où les gens rêvaient de liberté. Et je me souviens très bien du moment où le médecin a crié « Fermez les fenêtres de l'hôpital ! L'armée soviétique pourrait nous voir et nous tirer dessus. » À ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer. Tout proche de la place de l'Indépendance, c'est ici, dans le vieux Riga, qu'Ivars, l'un des entrepreneurs les plus populaires du pays, nous donne rendez-vous. Il était adolescent au moment de l'indépendance. Il a été un des leaders étudiants de la révolte. Pour la première fois, il revient dans ce quartier aujourd'hui restauré. À l'époque, ces pavés lui ont servi pour construire des barricades et freiner l'avancée des Russes. Ce bâtiment, c'était le quartier général de l'indépendance. Je faisais partie de ces jeunes fous qui se rassemblaient ici et rêvaient de liberté. C'est ici qu'a commencé ma vie d'adulte. J'en ai la gorge serrée. C'est un lieu chargé d'émotions. Autre site chargé d'émotions à Riga, cette arène en plein air, Mezzaparks. C'est ici que les Lettons sont venus célébrer en chanson la déclaration de l'indépendance le 21 août 1991. Plus de 20 000 personnes se sont réunies ici. Yanis, aujourd'hui journaliste, n'avait alors que 7 ans. Il était là.
C'est vraiment notre marque de fabrique, chanter. Quand nous nous sommes battus pour l'indépendance, nous avons chanté. Nous n'avons pas pris les armes. C'est ce que dit John Lennon dans sa chanson Just Imagine. Il suffit que tout le monde chante. Et devinez quoi? Ça a marché. Car le chant est l'une des clés de cette révolution victorieuse face aux Russes. Comme cette étonnante chaîne humaine de 650 km de long qui a opposé aux chars soviétiques les sons pacifiques de chants ancestraux. Plus de 25 ans se sont écoulés. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 20h30. Aujourd'hui, une actualité chargée. À seulement 34 ans, Yanis présente chaque soir le journal le plus regardé du pays sur LTV, la chaîne publique lettonne. Un destin inespéré pour celui qui rêvait de se produire en public. C'est fait. Enfant, Yanis était spectateur de ce même journal créé en 1958. La télévision était alors aux mains des Russes. Aujourd'hui, Yanis en fait la tribune d'une génération libre. Je n'ai jamais planifié de travailler un jour à la télé. Mais les événements m'ont permis d'y arriver. D'un seul coup, la Lettonie a permis à des jeunes de devenir managers, banquiers ou publicitaires. Tout est allé très vite pour notre génération. Si vous aviez de l'ambition, tout devenait possible. L'indépendance leur a donné des ailes. C'est l'étonnant destin d'Ivars. Celui qui s'est battu pour la liberté gagne aujourd'hui sa vie grâce à cet ingénieux système de voltige et de chute libre qu'il met à disposition du public à 1 heure de Riga. C'est la liberté, la vraie liberté. C'est pas une contrefaçon. Et ça devient une vraie addiction. Cette invention permet à Ivars de s'exporter partout dans le monde. L'Amérique, mais aussi l'Asie. Ces turbines, capables de projeter en l'air des hommes à plus de 200 km/h, font même l'ouverture des Jeux Olympiques. Je suis fier. Je suis très fier qu'un petit pays comme la Lettonie puisse être au moins leader dans un domaine. C'est assez unique. Je suis très fier d'avoir accompli cela en seulement 10 ans. Riga a vu grandir cette génération libre. L'indépendance lui a donné une bouffée d'air. Et elle peut compter sur eux pour la défendre coûte que coûte. Rana, t'as un français parfait, mais moi j'ai un letton très approximatif. Labdien, bonjour. Paldiens, merci. Au revoir, il faut que j'apprenne à dire au revoir. Oh, ça va être plus compliqué. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Ah oui. Ouais. Bon, Pas mal. Je pourrais dire Ata à tout le monde. Hein. Salut. Oui, Ata aussi, salut. Je crois que je dirais salut à tout le monde. Et vraiment, Riga s'est imposée comme l'une des plus grandes villes d'architecture Art Nouveau en Europe. Hein. Riga n'est pas concevable sans l'Art Nouveau. Mais l'Art Nouveau commence ici, dans la vieille partie de Riga. Et voilà, nous sommes devant une maison emblématique de l'Art Nouveau, la maison des parents. Qu'on voit bien là, au milieu. Hein. Voilà, exactement, tu le vois. On ne sait plus où regarder, il y a des fleurs, des troncs d'arbres, des visages. Oui, et parfois on se perd de cette quantité de détails. Détails et je la trouve très jolie. Au départ, à la fin du 19e, début 20e siècle, il n'y avait ici rien. Les petites maisonnettes en bois. On a décidé de les détruire et de faire de Riga une ville moderne. C'est ça. J'imagine qu'on voulait faire plus beau que le voisin. Oui, tout à fait, de dépasser l'autre et d'être toujours plus épatant. C'est ça, plus épatant, plus original. Voilà. Alors celle-ci, elle est superbe. Franchement, moi c'est celle-ci que je vais acheter. Vas-y. Elle est magnifique.
c'est drôle cette publicité-là. Ce chef, Ah oui, oui. Zintar, tu le connais ou pas? Non. Non, ça te dit rien? Non. Mais c'est un chef très connu et j'ai rendez-vous avec lui sur le Grand Marché. Ouais, je savais pas qu'il faisait de la publicité dans la ville. Ouais, c'est marrant, ouais. Bah, il vit à la campagne et il va m'amener chez lui, mais on va aller choisir des produits au Grand Marché de Riga. Parfait. Bon courage pour le boulot. Moi, je continue ma balade. Au revoir. Le plus près possible. Bon, ok, vous vous êtes arrêtés trop loin, mes amis. Où tu veux que je m'arrête? Avant, un peu en arrière. Ici? Oui, exactement ici. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous tournez quoi? On est en train de tourner un film pour fêter le centenaire de notre pays. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la réalisatrice. Elle est juste là. Comment s'appelle-t-elle? Anna Vidoué. Ok, très bien. Anna, merci beaucoup. Hein. No problem. Bye. Au début, il faut que tu aides Christine. Elle dit oui, du coup on filme de son côté et c'est là qu'on revient sur toi. La Vienne, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. J'étais intriguée par ce tournage. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? C'est l'histoire d'un jeune et talentueux peintre qui arrive de sa province. Ça se passe après la guerre, au moment où l'on a commencé à bâtir notre pays. C'est important pour vous de parler de votre histoire, de ce passé qui est assez douloureux quand même ici en Lettonie. C'est extrêmement important. On fait un film qui servira de mémoire pour le futur. Ce sera comme un pont entre une époque glorieuse et majeure de notre histoire et notre futur. Et on a vraiment hâte de montrer ça aux gens. Ok les gars, on s'y remet ? Bonjour, est-ce que vous avez des graines de fenouil? Oui, bien sûr. Celle-ci. Et j'ai aussi du jus de bête sorbier. Vous en utilisez toujours? Oui, mais il m'en reste. Par contre, je n'ai plus de champignons déshydratés. La Vienne, Zintar. Comment vas-tu? La Vienne, bonjour madame. J'étais en train d'acheter des graines de fenouil et des champignons déshydratés. Ma femme a une incroyable recette avec tout ça. D'accord. Merci. Ah, t'as dit spasiba, donc tu parles russe là avec la dame. Oui, car ma mère est russe. C'est une bonne raison. Alors ici, il y a quelque chose qui t'inspire? Oui, je viens ici tous les jours depuis 4 ans. C'est sur ce stand que l'on peut trouver des légumes locaux. Regarde par exemple comme cette carotte est pleine de terre. Ça veut dire que c'est une vraie. Ça, c'est de la vraie carotte, monsieur. Ça, c'est de la vraie carotte. Sophie, comme tu le vois, on trouve beaucoup les légumes crus, conservés. Notre spécialité en Lettonie, c'est la conservation du chou pour l'hiver. On va goûter. Celui-ci est très doux. Oui, je vais commencer par ça alors. Et vous goûtez le fort, je crois. Ça va. Il faut goûter les deux. Ça, c'est bien. Ça, c'est costaud, c'est ça? Wow. Mais tu dois goûter. Ah non, mais quand je mets ta tête, j'ai pas envie d'essayer. Bon, allez, quand faut y aller. Tu sens que ça vient? Ah, voilà. C'est maintenant que ça vient, en effet. Bon, t'es habitué, toi. J'en pleure, dis donc.
C'est une ville dans la ville. Construit dans les années 30, le marché central est l'un des plus grands d'Europe, avec ses 5 bâtiments couverts. Un géant mené à la baguette par Ivars, le chef d'orchestre du ventre de Riga. Il y a 5 pavillons historiques. Le pavillon pour le poisson, le second pour les légumes, le pavillon gastronomique, le 4e pour les laitages, et le dernier et le plus grand, c'est pour la viande. 5 pavillons et 5 toits hors du commun. Ce sont eux qui font la renommée du marché, de par leur étonnante histoire. Ces toits sont faits à partir de matériaux provenant de hangars qui abritaient des ballons dirigeables situés à 200 km de Riga et utilisés à l'époque par les troupes allemandes pendant la Première Guerre mondiale pour bombarder Saint-Pétersbourg en Russie et Riga. Mais maintenant, c'est devenu l'atout touristique de la capitale. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le marché de Riga accueille jusqu'à 150 000 visiteurs par jour. Mais personne ne soupçonne sous ses pieds l'existence d'un second marché. Ivars est l'un des rares à pouvoir pénétrer cette ville souterraine de près de 2 hectares. Les marchandises sont stockées ici. C'est comme si on avait installé Rungis sous le marché. Et voici le tout premier poumon qui lui a donné un coup de fraîcheur. C'est notre plus vieux compresseur frigorifique. Le marché de Riga a été l'un des premiers marchés en Europe à s'équiper au début des années 30 en chambre froide. Les mêmes qu'aujourd'hui. Cette machine fixait la température des frigos. Ça, c'est de la bonne qualité soviétique. La fraîcheur, c'est le maître mot pour espérer vendre sa marchandise au marché. C'est du saumon, tout droit sorti de la mer Baltique. Ça vaut de l'or. C'est parfait pour le marché. Et c'est délicieux. Maxime et Einards se lèvent chaque matin dès l'aube pour se fournir directement en mer. Les 2 compères sont parmi les plus jeunes exposants du marché de Riga. J'ai 21 ans. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. C'est une tradition familiale. Je pense que je suis le plus jeune pêcheur de Lettonie. Allez, c'est l'heure. Regardez les chats, ils nous attendent. C'est eux nos premiers clients. Maxime et Einards ont moins d'1 heure pour rejoindre le marché et amener leur pêche à bon port. Les voici dans la cour des grands. Je suis prêt pour la vente. Je voudrais 1 kilo de perches. Vous pouvez me mettre les plus belles? J'aimerais essayer une nouvelle recette avec du gros sel. C'est la pêche de ce matin et elles sont déjà toutes prêtes pour vous. C'est sûr que c'est mieux de vous les acheter directement à vous, plutôt que de laisser de l'argent à des revendeurs. Du caviar hors de prix aux poissons séchés à moins d'1 euro, des cornichons de saison aux médailles périmées, jusqu'à la mode dernier cri, il y en a ici pour tous les publics. Le marché de Riga est un monde à lui tout seul. Et pour en mesurer l'étendue, Ivars nous dévoile son jardin secret. Vous avez ici une des plus belles vues sur Riga. Vous pouvez voir le pont ferroviaire, toute la vieille ville, et là, tout autour, ça appartient encore au marché. Les gens à Riga aiment bien dire que le marché ressemble à une république séparatiste. Je vais te faire goûter quelque chose, c'est très très bon. Parfait. Bonjour, 2 Belassi s'il vous plaît. Voilà, tenez. Paldies. De rien. Merci.
Bon, ce n'est pas très sain, C'est ce qui me semblait. mais c'est très bon. Il y a de la viande au milieu. Exactement, ça y est, j'ai trouvé. Pour moi, ça a le goût de l'époque soviétique. Ah oui. Et c'est le goût de ce marché. Bon, bah, c'est bien pour la route qu'on a à faire, ça va bien tenir au corps. Ah, Dintar, j'imagine que tu es content là. On commence à voir des arbres, un peu d'herbe, on a quitté la ville. C'est ce que tu aimes, toi, hein, être au milieu de la nature. Oui, nous sommes dans le parc national de la Goya. C'est important d'être dans la nature pour pouvoir la sentir et voir qu'on fait partie de notre environnement et qu'on n'est pas juste des gens. Donc là, on arrive à Ligatne. Pourquoi tu voulais qu'on fasse une escale ici? Parce que je voudrais te montrer des grottes. Très bien. Bonjour Oscar. Bienvenue. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. J'aime beaucoup votre chapeau. Ça me va très bien. Ah oui, avec ce temps, même au printemps, on a besoin de ce genre de chapeau. Alors Oscar, dites-moi un peu plus sur ces grottes. Je suis un peu intriguée pour être honnête. Ceci est un monument de la nature lettonne. Imaginez, il y a 360 millions d'années, c'était le fond de la mer. Et toutes ces grottes, toutes ces galeries de pierre ont été creusées par l'eau. On n'utilise pas seulement ces grottes pour retrouver de bons amis et s'embrasser au beau jour, mais elles nous servent aussi de cellier pour entreposer nos légumes et nos pommes de terre. Alors je vois que vous êtes le maître des clés. À quoi vous sert cette clé? Ceci est la clé d'or de mon trésor. Dintar, tu restes avec moi, hein, parce que j'ai peur, moi, ici. Moi aussi, j'ai peur. Allez, venez, venez, ne soyez pas timide. Non, j'ai pas confiance. Ma chère amie, entrez, s'il vous plaît. Je serai avec vous. Plus sérieusement, Oscar, ces grottes ont l'air d'être assez uniques. C'est les seules qu'on retrouve comme ça dans le pays? On trouve plus ou moins ce genre de galeries un peu partout en Lettonie. Mais ici, on en compte plus de 300. La plupart d'entre elles ont été réaménagées par l'homme. La plus profonde est à plus de 50 mètres sous terre. Vous devriez prendre quelques légumes. Non, ça va aller, merci. Je sais que vous voulez m'enfermer. En tout cas, merci beaucoup pour cette visite très originale et pour votre bonne humeur. Merci beaucoup. Thank you, my dear friend. And si je peux me permettre, je voudrais vous offrir ce petit présent, comme le symbole que ces caves et mon cœur vous appartiennent désormais. Oh mon Dieu, très bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ah là là. T'as trouvé quelque chose? Oui, on appelle ça du cresson amer. Une sorte de cresson d'eau, donc il ne pousse que près de l'eau. C'est amer au début, mais si tu attends un peu, ça a un petit goût de moutarde. Ah, c'est dingue, ça a vraiment un goût de moutarde. C'est très surprenant. Ah, ça doit être très bon ça dans une salade.
Ça, c'est un trèfle appelé le trèfle des bois. Tu peux le manger cru. J'adorais ça quand j'étais petit. Tu peux aussi en faire du sorbet. Ah oui. Et qui t'a transmis toutes ces connaissances sur la forêt? J'ai grandi avec ma famille au milieu de la forêt. Le village le plus proche était à 7 km. Avec ma famille, on ramassait des herbes, des champignons et des baies. Plus tard, j'ai failli perdre tout ça parce que je suis allé vivre dans une grande ville. Il y a 5 ans, j'ai décidé de revenir à mes sources pour retrouver qui j'étais vraiment. Je commence vraiment à avoir faim. Je t'emmène dans mon restaurant. Moi aussi, j'ai un peu faim. Là, on arrive à mon restaurant. Juste là. Le bâtiment là qu'on aperçoit là? Valmiermuur. Non. Moja. Valmiermuur. Moja. Moja. Yeah. Well, this is it. On y est. Pardon, merci. Ça y est, t'as ton tablier, t'es dans ta cuisine, là t'es dans ton univers. Qu'est-ce que tu vas me préparer alors comme recette? On va faire une soupe de nos campagnes. Je ne suis pas encore sûr de la recette, car la philosophie de mon restaurant est de faire avec ce qu'il y a dans le frigo. C'est très relevé, c'est parfait. Ouais, waouh! Allez, maintenant, on va aller dehors, faire cuire tout ça. Et là, tu vas tout mettre dans la marmite. Ça va cuire pendant une bonne heure. D'accord. Qu'est-ce que ça donne, cette soupe? En tout cas, ça sent très très bon. Tu peux rajouter des œufs de caille et du basilic d'ail sauvage, mais attention, n'oublie pas qu'il est fort. J'ai goûté tout à l'heure, il est costaud, et ton pesto. Merci beaucoup. Un simple coup de perceuse, et voici l'un des jus les plus populaires qui fait tourner bien des têtes ici, en pays baltes. Naturel, ça vient directement de la nature. C'est comme un élixir naturel. Quand il est frais, c'est bien meilleur. Ça a le goût du bois et c'est bon pour le corps. Et je ne connais rien de meilleur que le jus de bouleau. Et maintenant, j'ai juste à fixer la poche. Je regarde juste si ça coule correctement. Lienards a bricolé lui-même ce système. En Lettonie, on n'a pas de vignes, mais on a du bouleau. Beaucoup de bouleau. Et la récolte de la sève est ici une tradition aussi bien ancrée que celle des vendanges chez nous. Il faut dire que la forêt recouvre plus du quart du pays. L'eau stockée dans le sol est pompée par l'arbre jusqu'à sa cime. Cette sève, je la récupère, mais juste ce qu'il faut pour ne pas gêner l'arbre. Je reste gentil avec lui, car j'ai vraiment besoin de chaque arbre pour l'année d'après. La récolte ne dure que 3 semaines par an, au tout début du printemps. Pour gagner sa vie, Lienards ne doit pas louper une seule goutte de ces drôles de vendanges. Je récolte environ 10 litres par jour sur chaque arbre. Il y a les champions qui me donnent jusqu'à 15 litres, et puis d'autres plus paresseux. Cela ne me donne pas plus de 5 litres par jour. Ce jus est attendu en ville. Il s'arrache sur tous les étalages. Pour 1 € le litre, il ne se conserve que quelques jours, mais Lienards lui a trouvé une toute autre vertu.
C'est un commerce très saisonnier. La forêt ne donne ce jus que seulement 20 jours par an. C'est très court comme saison d'exploitation. Alors j'ai cherché un autre moyen de l'utiliser. C'est dans cette cave que Linards a élaboré sa propre recette de jus de bouleau, avec des bulles cette fois-ci. Ce n'est pas du vrai champagne, mais c'est fait avec la méthode champenoise. Ça a le goût du champagne, mais ça vient des arbres, pas du raisin. J'ai réalisé que peut-être je pourrais faire un vin pétillant à partir du jus de bouleau, parce qu'il fermente très bien. J'ai essayé et voilà le résultat. Linards produit plus de 4000 bouteilles par an. Et voici le secret de l'un des breuvages les plus sabrés en Lettonie. Le champagne à base de jus de bouleau. À Riga, il y a une deuxième potion locale qui attise bien des convoitises. Pour goûter à ses vertus, rendez-vous dans la vieille ville, dans cet étrange café, aux Magies Noires. Parmi les derniers initiés, Just. Il vient tout juste d'obtenir le digicode du lieu. Et pour obtenir sa potion, il connaît la formule magique. Salut, un balsam s'il te plaît. Le balsam est une boisson vieille de 265 ans et elle n'existe qu'ici. Le balsam est un breuvage un peu particulier. Si vous en buvez, vous vous sentez plus vigoureux, plus énergique. Certains pensent que c'est comme un médicament. Une potion d'Astérix version lettonne, fortement alcoolisée, à consommer avec modération donc. C'est un alcool à 45 degrés, fait à partir d'herbes, de racines, de baies. Au total, il y a 24 ingrédients. Au goût, c'est entre le Porto et la gentiane. Ne reste plus qu'à dénicher la recette. Rien dans les livres, et malgré d'étranges indices éparpillés un peu partout dans le bar, rien à se mettre sous la dent. Alors nous avons suivi notre investigation au cœur même de la capitale. C'est ici que l'on fabrique la potion magique des Lettons. Avec son look d'apothicaire, Maris, le directeur de la fabrique, nous fait pénétrer dans le sacro-saint du balsam. Dans ces cuves vieilles de près de 3 siècles, fermente la liqueur que l'on retrouve dans la maison de chaque laiton. Dans cette cave, là aussi, pas de raisin, mais des herbes médicinales. La recette du balsam a été concoctée en 1752 par un pharmacien. Une recette fermement gardée secrète, bien sûr. Ce qui reste secret, c'est la façon dont nous mélangeons ces herbes et ces racines. Et la préparation, elle n'est connue que de 3 personnes. Mais pas le PDG, pas le manager, ni même moi le directeur. Non, juste le magicien de cette liqueur qui travaille ici depuis 40 ans. Et ses 2 apprentis qui travaillent avec lui depuis 15 ans. Une liqueur à base de fleurs et de racines, un champagne tout droit sorti des arbres. Quelques bulles et de bonnes herbes sont donc les ingrédients de ces drôles de potions 100% lettonnes. Ok, Diga, je pense que le pain est cuit. Wow. Je vais faire des pancakes. Tu es la spécialiste des pancakes. C'est vrai, c'est moi. Ça va? Comment vas-tu? J'ai très bien dormi, comme un bébé. Ah ouais. Vraiment? Ah oui, exactement. Je m'installe là. Qu'est-ce que tu préfères? Thé, café? Du thé, je veux bien, c'est gentil. Thé. Merci. C'est royal ce petit-déj. Quel accueil. Voilà ton thé. Parfait. Et je pense que tu vas aimer le pain de Rick. Parce que là, c'est parfait. Il sort du four. C'est vrai? Il est encore tout chaud. Waouh, mais c'est vraiment du pain fait maison. La Vienne. Salut Eric. Waouh. Ah ouais, non mais...
Non mais c'est un breakfast anglais, c'est magnifique. Vous prenez un petit café avec moi? Yes. Je peux te poser une question? Est-ce que c'est à Lyon qu'on mange le mieux en France? Yes. Mais tout à fait, mais tu sais que je suis de Lyon. Mais oui. On y mange quoi au petit déjeuner? Ah, bah ça dépend, parce que tu as deux choses. Tu as le petit déjeuner, bon, classique, café, un croissant, des tartines, et tu as ce qu'on appelle le mâchon. C'est vers 11h du matin. Et alors là, c'est du saucisson, du fromage. Ça te dit? Carrément, il faut qu'on y aille, hein? Quand est-ce qu'on peut venir? Ouais, bah quand tu veux, t'es le bienvenu, hein. Chez mes parents. Bon, faut juste que je les prévienne, hein. Ils sont pas au courant, mais vous êtes les bienvenus à Lyon, chez moi. Alors Sophie, qu'est-ce que tu penses de ça? Un petit tour en tandem, c'est une bonne idée. On va visiter ton quartier. C'est vraiment un mélange de maisons en bois traditionnelles et de maisons bourgeoises très élégantes, hein. Ah, celle-ci, elle est énorme aussi, hein. C'est la maison de l'ambassadeur de Suisse. Ah oui, nous avons les résidences des ambassadeurs ici. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'est cossu. C'était vraiment une chance pour Rick et toi de pouvoir s'installer ici? Oui, c'était une très bonne période, parce qu'à ce moment-là, cette zone était monstrueuse. Et l'ambassadeur d'Allemagne a commencé à venir rénover une maison. Et donc, à ce moment, on s'est dit, OK, on va construire ici. Ah bah merci pour ce petit mot, hein. Teamotas flottes kuja Sams tika pats. Sophie, comment vas-tu? Je suis ravie de faire ta connaissance, mais je t'avoue que je suis un petit peu surprise. J'ai fait la route jusqu'à Lipaïa pour parler de l'ambre de la Baltique et je te retrouve derrière un métier à tisser. Faut que tu m'expliques. Tu as plusieurs vies, c'est ça? Non, c'est la même vie, mais tu peux mettre dans ta vie toutes les choses que tu aimes. Ici, c'est un centre d'art traditionnel laiton. Il y a beaucoup de métiers à tisser et les femmes adorent ça. C'est très beau en tout cas comme endroit. Et ce qui est très beau aussi, c'est ton collier. J'aime beaucoup. C'est toi qui l'as fait? Oui, pour faire mes bijoux, je ne polis jamais ou ne taille jamais l'ambre. Je ne la violente pas. Ah, c'est très naturel, c'est vraiment très 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 joli, hein. Je vais t'en montrer d'autres. L'ambre, c'est une pierre porte-bonheur. Et puis, il y a des formes spéciales, comme par exemple ce cœur. Oh, c'est joli ça. Pour bien comprendre, l'ambre, c'est quoi exactement? C'est pas une pierre? En fait, c'est de la résine de pin fossilisée. D'accord. Et c'est très vieux, ça a 60 à 80 millions d'années. Alors là, ça c'est incroyable, parce que l'âge de cette ambre est incroyable. C'est vraiment une très jolie couleur, hein. Si tu veux, on peut aller retrouver mon mari. Ok. Et on va en chercher avec lui sur la plage, en espérant qu'on sera chanceux. Écoute, j'espère. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu trouves le meilleur endroit pour récolter de l'ambre là? D'abord, tu regardes si les vagues sont blanches ou plus foncées, parce que l'ambre se trouve dans les algues de couleur noire. Et tu regardes aussi s'il y a des mouettes. Si c'est la saison de l'ambre, elles sont très nombreuses.
Mais le plus important, c'est d'avoir de la chance. Tout au début, avant d'être une vraie chasseuse, un jour, je suis allée sur la plage. Je me suis dit, ok, je vais tenter ma chance. Et j'ai trouvé celle-là. Peut-être que je vais avoir de la chance, moi aussi, que je vais trouver ça aujourd'hui. Oui, tu dois essayer. Si tu n'essayes pas, tu n'en trouveras jamais. Exactement, je te le rends parce que c'est précieux. Allez, on y va. D'abord, il faut trouver un bon bateau. Ah, regarde! La chasse au trésor commence et tu vas en trouver de plus en plus grandes. Fais bien attention qu'elle ne s'envole pas avec le vent. Bah oui, je sais pas. Attends, dans quoi je vais me mettre? Tu peux la mettre dans une dent si tu as un trou. Tellement c'est petit. Mais non! Dans la bouche? Mais non, ça va pas aller du tout. Bon, allez, on va regarder si la chance nous sourit encore. Parfait. Regarde! Elle est magnifique! Elle est énorme, j'en reviens pas! Ah, je suis trop contente! C'est très rare. Merci. C'est toi qui me porter chance! Oh là là, elle est magnifique! Sophie, tu es une grande chasseuse, mais es-tu prête à devenir une grande pêcheuse? Oui, je suis prête! À toi l'honneur. Tu n'as rien du tout dans ton filet. Rien du tout, mais j'ai rien du tout. On va voir notre petit trésor. Ici, tu ne penses plus à rien, parce qu'on est proche de la nature. Tu n'es pas stressé, tu n'es pas en train de courir. Et ça t'apprend que tout va et vient, comme les vagues. Et les vagues, elles seront inexorablement toujours là. Et lui, il continue de pêcher encore et encore. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est quoi l'idée? Et une petite surprise. C'est pas vrai. On va essayer le bain. Tu veux qu'on aille se baigner? C'est très bon pour la santé quand tu as froid après tes activités, après ta longue journée épuisante. Tu as juste à plonger dans un bain chaud et te détendre en admirant la nature tout autour. C'est tellement beau. Ok, tu vois, j'avais un peu frais aujourd'hui, mais je me dis qu'en maillot de bain, forcément, je serais beaucoup mieux. Mais t'es courageuse. Oh, c'est ça. Ça doit être ça, ouais. Allez, ok. Écoute, on va pas penser au moment où on doit sortir de ce bain, hein. Mais en tout cas, d'y être là, c'est finalement assez agréable. Je t'avoue que j'avais un petit doute, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est un bel endroit pour se dire au revoir. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi. J'ai appris plein de choses sur l'ombre. Merci pour tout, vraiment. S'il vous plaît. Dans un endroit aussi paisible que celui-là, pas besoin de grands discours. Il faut juste profiter. À quelques kilomètres de là, Jurmala, la station balnéaire la plus réputée de la côte baltique. Et voici ce qui en fait sa renommée. Des villas en bois, un patrimoine architectural unique, vieux de 200 ans.
Regardez, c'est une très jolie et ancienne maison. On peut voir ses décorations en bois très raffinées et même une tour. Celle-là, c'est une des toutes premières villas, très simple. Elle remonte au tout début de ce type d'architecture. Baiba est architecte. Elle est chargée de recenser ces villas et de veiller à leur bonne restauration. Car ces maisons en bois ont bien failli disparaître. Durant l'occupation soviétique, ces maisons ont été maltraitées. Pour eux, toutes ces constructions avec des fioritures en bois, c'était comme la réminiscence de l'ère bourgeoise. Et ça ne passait pas. Certaines ont été détruites, d'autres brûlées. On ne sait pas comment. Voilà une de ces maisons qui attend des temps meilleurs. Ces villas ont été réquisitionnées. Des familles entières ont été chassées. Et leurs maisons ont été redivisées en appartements communautaires. Les Russes se sont emparés de ces villas en bois. Ils ont fait comme si elles n'appartenaient plus à personne. Ils n'ont rien fait pour les maintenir en état. C'était même interdit de les réparer. Je suis curieuse de voir comment celle-ci va s'en sortir. C'est à l'indépendance, en 1991, que les milliers de villas en bois de Yourmala ont pu retrouver leurs propriétaires d'origine. Parmi ces demeures, il y en a une qui fait figure de référence. À l'image de son exceptionnel propriétaire, Eligia, 85 ans. Elle aime rappeler à son petit-fils que c'était sa maison avant l'invasion des Russes. Tu vois, là, il y avait une orangerie. D'ici jusque là-bas. Et à l'époque, on faisait pousser des bananes et des vignes. Et pendant l'occupation soviétique, les Russes ont tout détruit. Eligia et sa famille ont été expropriés. Ils ont laissé ici leurs souvenirs et leur bonheur passé. J'étais une petite fille quand moi et ma famille avons été déportés en Sibérie en 1941. J'avais l'interdiction de revenir dans cette maison pendant plus de 50 ans. Lui, c'est mon parrain, et à côté sa femme. C'était leur maison. Et puis, les Russes sont arrivés, et ils les ont envoyés en Sibérie. Et voilà mon parrain, juste avant qu'il ne soit exécuté. Ça a été très dur pour moi, tout ça. Ma vie n'a pas été facile. Mais maintenant, je suis heureuse. Dès la proclamation de l'indépendance, Eligia a pu retrouver sa maison et sa dignité. Un peu de sucre, mamie? Oui, juste un peu. Son petit-fils vit à l'étage, juste au-dessus. Ça, c'est la chambre de mon frère. Par la fenêtre de sa chambre, il peut entrevoir ce que serait devenue la demeure familiale sans les efforts de sa grand-mère. C'est l'exemple typique. La famille qui vivait là n'avait plus les moyens de restaurer sa maison. Maintenant, elle est complètement abandonnée. Peut-être que le propriétaire sera tenté de la vendre à des promoteurs qui la raseront pour faire un immeuble. La maison d'Eligia, elle, tient bon, à son image. Cette maison, pour moi, ça n'est pas juste une grande villa. Elle est dans mon cœur. Et ici, je suis si heureuse de retrouver ma maison, mon jardin et ma famille. Elle a une force. Elle a cette énergie et ce courage pour tenir bon. Et je l'admire pour ça.
Voici l'endroit où je passe tout mon temps libre. C'est l'ancien aéroport de Riga. Ok. Et c'est ici que j'ai appris à voler. C'est là que je travaille, et ici aussi que je passe tout mon temps libre. Comme tu peux le voir, c'est un monument typique de l'architecture soviétique des années 50. Et on aperçoit la faucille, le marteau là-haut. Oui, et toutes ces colonnes et les grosses fenêtres et tout le reste. Tu veux visiter l'intérieur? Ah oui, j'aimerais bien, ouais. T'as les clés, toi? Oui. Waouh! Je m'attendais pas à une décoration aussi riche. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment très beau, ça pourrait être un théâtre ici, un opéra. Et la peinture, là, qu'est-ce qu'elle racontait comme histoire? L'histoire est assez longue. Je peux te dire quelques détails. Par exemple, la personne que tu vois sur la gauche, la fille avec les fleurs, au départ, ça devait être Staline en personne. Mais quand les grands dirigeants du communisme sont venus ici, quand ils étaient en train de peindre, ils ont dit « Non, ça ne rend pas bien. Remplacez-le, c'est ça? Mettez-nous une femme. » Ah, d'accord, ok. Pourquoi ça te tient particulièrement à cœur, toi, de restaurer un endroit comme celui-ci? C'est une partie de l'histoire de l'aviation et aussi de l'histoire de la ville de Riga. Et donc je trouve que c'est très important de travailler pour restaurer ce lieu, de ne pas le laisser se désagréger et tomber en miettes. Et je pense que quand il sera à nouveau ouvert au public, ça sera un lieu parfait pour plein de sortes de choses. Des soirées, des mariages. Et c'est vrai que c'est un endroit très très surprenant. J'ai encore une surprise pour toi. Je ne sais pas si tu te doutes de ce que c'est. J'ai un petit indice, hein, quand même, avec ce qu'il y a autour de nous. Mais bon, j'attends de voir, j'attends de voir. Voilà, et voilà. Waouh! Celui-là est très très beau, mais si je ne m'abuse, c'est pour une personne, hein? Oui, malheureusement, il n'y a qu'une place. Il faut que je pousse pour le décollage aussi? Oui, bien sûr. Voilà, c'est bon, arrête-toi. Super beau temps annoncé sur Riga, pour le moment. C'est spécialement pour toi. C'est ça, c'est rien que pour moi. Allez, c'est parti. Sur la droite, tu peux apercevoir la vieille ville avec la vieille église. Je reconnais, oui, je reconnais. Ce qui fait le charme de la ville, j'ai l'impression, c'est que on est entre mer et forêt. Oui, c'est vraiment très vert. Entre les maisons et les immeubles, tout est vert. Tout est imbriqué dans la forêt. Cette semaine, c'est mes derniers jours en tant que directeur de l'ancien aéroport de Riga. La semaine prochaine, je commence à piloter pour une grosse compagnie aérienne. Après tant d'années d'efforts, ça y est, enfin, je vais devenir pilote de ligne. C'est pour très bientôt. L'Estonie est par là, la Lituanie derrière, et la Russie de l'autre côté. Et en face de nous, la mer Baltique. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle surprise, hein. C'était vraiment chouette ce survol de Riga. C'est pas fini, j'ai encore une autre chose à te faire découvrir. Très bien, eh ben, écoute, je reste avec toi alors. Don't leave.
Ah, c'est une balade pleine de surprises avec toi, Yanis. Je ne m'attendais pas à trouver une chorale comme celle-ci. Tu en fais partie, t'es membre de cette chorale? Je fais partie de cette chorale depuis 12 ans. Oui, c'est ça, 12 ans. En tout cas, je suis très impressionnée par le niveau, la qualité. C'est une chorale professionnelle ou amateur? C'est une chorale amateur, mais le niveau est professionnel. Ah ouais, c'est ça. So that means I have another chance. Ah, ça donne envie de chanter tout ça. Alors, tout se passe comme tu veux? Pour moi, ce n'est jamais assez bien. Je ne serais pas un bon chef de chœur si je pensais que tout était parfait tout le temps. Alors moi, je suis très surprise par mon ami Yanis. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il chante dans une chorale. En fait, ça fait très longtemps qu'il est dans la chorale. Et maintenant, il doit apprendre à chanter dedans, et c'est pas si simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Hein. Comment t'expliquerais, toi, qu'ici, vous ayez tous une vraie passion pour la musique et le chant? À la fin des années 80, début 90, à la fin du régime soviétique, on s'est remis à chanter. Le chant nous a rapprochés et unis, et nous a donné de la force. Et ça continue d'évoluer avec l'histoire de la Lettonie. Voici un petit amuse-bouche. Un sol, un fa, un do-ré-mi. Quand on est en Lettonie, on n'y peut rien, on ne peut pas s'empêcher de chanter. Le soir, après le travail, ils sont des milliers à pousser la chansonnette. Voici Ivar Singus, le chef de chœur le plus réputé de Riga. Lui, il est tombé dedans tout petit. Les basses et les barytons, on en a déjà parlé à la dernière répétition. Vous allez trop vite à partir de la 5e mesure. Ne courez pas, gardez le rythme jusqu'au bout. Je suis dans une chorale depuis l'âge de 7 ans. C'est tout ce que je sais faire d'ailleurs. Je suis aussi chef d'orchestre. La musique, c'est ma passion. C'est mon travail. Ils chantent à l'unisson, mais sans la chorale, ils ne se seraient jamais rencontrés. Plombiers, avocats, diplomates, ils sont une trentaine à se retrouver 2 soirs par semaine pour répéter. Ivars est tendu. Et maintenant, on va essayer de chanter piano. C'est leur dernière répétition avant la compétition de demain. Une dizaine de chœurs s'affronteront pour se qualifier pour le grand festival de chant l'an prochain. C'est la compétition la plus importante. Elle a lieu tous les 5 ans et elle permet d'accéder à l'événement musical le plus attendu en Lettonie. Il y aura la crème de la crème des chorales de Lettonie. Et seuls les meilleurs y participeront. Alors, pour ce soir, on est bien d'accord? Pas de soirée arrosée, même si vous avez un anniversaire. C'est le jour J. Plus d'une année de travail et de répétition se joue aujourd'hui dans cette université de Riga. Ce matin, honneur aux femmes. Les chœurs masculins passeront leur audition plus tard dans l'après-midi. En attendant, c'est Ivars qui va juger ses consoeurs. Le stress se lit sur les visages.
Et certains n'ont pas hésité à ajouter une petite touche folklorique pour se démarquer. On chante dans moins de 30 minutes. C'est un moment important, car on représente notre école avec notre chorale. Notre but, c'est d'être parmi les 20 000 chanteurs qui seront sélectionnés pour le festival. C'est parti pour une journée de sélection. À la fin, il ne restera qu'un seul chœur côté femmes et côté hommes. Elles doivent chanter 2 morceaux imposés pour le festival. Et le troisième est un choix complètement libre dans le répertoire letton. Ces chants, ce sont des dainas, des poèmes vieux de 1000 ans pour certains, qui sont l'âme même de l'identité lettonne. Mais gare à la moindre fausse note, Ivars ne laisse rien passer. Est-ce que tu as entendu? Elles se sont trompées à la fin. J'ai bien écouté, elles n'ont rien chanté en ré. Elles ont fait du si bémol fa. Les chœurs lettons sont réputés pour être parmi les meilleurs du monde. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à tendre l'oreille. Alors contente? Ah oui! Ça y est, c'est fini. C'était bien? Oui, c'est toujours bien. Toujours bien. De toute façon, c'est le jury qui sait toujours mieux. Le jury ne met que la note maximale. Le jury va maintenant délibérer, implacable. Et si on mettait un 0 pour eux? Elle reste, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux comparer les résultats des femmes? C'est le premier chœur qui sera sélectionné. Voilà, c'est bon. Maintenant, je repasse de l'autre côté de la table. C'est désormais Ivars et ses choristes qui vont être jugés. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Tout le monde est en forme? Nous avons ça dans le sang. Depuis les années d'occupation. Tout jeune, à l'école primaire, au collège, on nous enseigne la musique. C'est un terreau extraordinaire pour développer l'oreille musicale de chacun. Et c'est notre héritage. Notre première journée de sélection se conclut avec le chœur de l'Université technique de Riga, Godeamus. Ivars et ses choristes entonnent une des chansons les plus populaires du répertoire letton. Le jury semble séduit. Emporté par Ivars, qui dirige ses choristes comme à l'habitude, d'une main de maître. Son groupe sera le grand gagnant de la sélection. Rendez-vous dans un an pour la Grande Chorale, l'événement le plus attendu dans ce pays qui a le chant dans son ADN. La revanche, France, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Voilà. Loupé. Ah, merci, tu l'as placé pour moi. Voilà, 1 point. Ouais, bravo, 1 point pour toi. Hey, bravo. Je m'incline, ce qui s'appelle prendre une pâtée. Ok, d'accord, je vois. Ok, here we. Très bien. Here we go. Prends ça. Très bien. Ok. Sophie, tu es sûre de ne pas être en retard? Moi, je suis tellement bien chez vous, c'est que j'ai pas envie de partir. C'est trop triste. Ça va, n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Salut Rick. Merci beaucoup pour ton accueil. Et merci à tous les deux, vous êtes des rayons de soleil tous les deux. Merci 1000 fois. Pas le dièse. C'était super de te recevoir. Allez. Merci pour tout. Reviens nous voir. Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Bonjour, monsieur Lachmanis. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Merci, ça va bien, ça va bien. Mais quelle drôle voiture avez-vous? Elle est belle, on va hein? aller récupérer ça. Lada 1986. Ça me rappelle cette époque lointaine, quand nous avons commencé la restauration de ces châteaux. Ah, nous sommes accueillis par... Oui, oui. Par l'horloge de votre château? Oui, oui, c'est une... Oui, aussi une antiquité. Eh oui, ça aussi, une antiquité. Alors, ce qui n'est pas une antiquité, mais qui est une belle histoire, j'imagine, c'est votre château. De quelle époque date-t-il? Ceci fut commencé en 1736. Le château était dans un état absolument déplorable. Quand je suis venu, il y a déjà 53 ans. Vous êtes là depuis 53 ans? Oui. Et depuis lors, je n'ai plus fuir le château. Oui, c'est ça. Parfois comme un démon. Ah oui, c'est vrai. Qui veut m'avaler avec tous ces problèmes. Mais nous avons passé par tout ça. Je peux laisser ma Lada dans votre cour, ça vous gêne pas? Bien sûr. Je me disais, ce rouge avec ce jaune, là, ça allait bien Tout à ensemble. fait, tout à fait. Alors, c'est à un architecte d'origine italienne que l'on doit ce château. Oui, Francesco Bartolomeo Rastrelli, né à Paris. Ah bon? Mais il avait fait sa carrière en Russie. Très bien. Il travaillait aussi en Courlande. Qui lui a commandé ce château? C'était le favori de l'impératrice Anne de Russie. Oui. C'était un petit noble courlandais, Hans-Johann Biron. Il avait commandé la construction de ce château comme sa résidence d'été. Ah oui, c'est une jolie petite résidence d'été quand même, hein? Oui, oui, tout à fait dans le genre versaillais. Exactement. J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Oh, hélas, non, Oui. non. Déjà, après la Première Guerre mondiale, le château avait subi des dégâts. On avait installé ici une école primaire et après la Seconde Guerre mondiale, ici, on avait installé un grenier à blé. Un grenier à blé? Un grenier à blé, et justement dans cette salle, Là, dans la ici, grande là? galerie, dans la salle des bals, c'était des montagnes de blé. On a du mal à Pendant s'imaginer 5 ça. ans. Mais comme vous voyez, les parquets ont résisté. On arrive dans la salle de bal, dite salle blanche, puisque vraiment, vous ne voyez Ah oui, c'est une très que jolie salle de la bal. couleur blanche. C'est dommage, on n'a pas le temps, on n'a pas de musique parce qu'on aurait pu danser là. Ah oui, Hein? ça invite à la danse. Exactement. Ouais. Voilà, c'est une pièce qui a été restaurée à l'époque, mais il faut recommencer, puisque vous voyez ce décor argenté. Si l'on pense que la dorure est presque éternelle, malheureusement, un décor argenté, c'est l'exsudation. Oui, ça s'oxyde, Il faut enlever cette couche. Vous vous sentez quand même un peu comme chez vous ou pas? Oui, il faut dire que vraiment, je me sens comme chez moi. Oui. Alors je vois que vous avez énormément de jardiniers qui travaillent, puisque là le jardin s'éveille, là en ce moment, c'est un travail d'entretien Oui. incroyable, non? Ah oui. Nous avons à peu près 20 jardiniers et divers gens qui aident. Et je voudrais vous présenter M. Edgar Sneelands, qui est le chef des arboristes. vraiment. Labdien. Tombez pas, hein? Yeah. Bonjour Labdien Edgar. Bonjour, Labdien. Enchanté. Excusez-moi, je dois quitter pour quelques instants. Je dois rentrer au château. Très bien, À je tout à vous retrouve l'heure. plus tard. À Merci tout à beaucoup, l'heure. hein, merci pour cette visite. Alors Edgar, Imant me disait qu'ici vous aviez un travail incroyable à faire. Combien d'arbres, par exemple, avez-vous à tailler aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a 640 à tailler. Si tu fais la moindre erreur, c'est le drame. Tous les arbres doivent être pareils. Le directeur du château veut un château parfait et un jardin parfait. Et c'est ce qu'on fait. Tu pèses combien? 86. Il pèse 86 kilos et même si cette branche est fine, il doit grimper pour tailler l'arbre. Ah oui? Attention. Bon Sophie, tu es venue dans ce parc, alors je pense que tu devrais m'aider. Ah, avec grand plaisir.
Tiens, tu peux couper 2 ou 3 branches? Ok, j'ai compris pourquoi tu me demandes de le faire. Donc je coupe. Non. Ah, dis donc, faut une sacrée poigne. Voilà. Ok, bien. Bon, il faudrait tailler les branches aussi là-haut, mais je le ferai plus tard. Tu as déjà bien travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que je suis trop petite? C'est ça que tu es en train de me dire? Je retourne au château. Au revoir. Merci pour tout. Salut, Edgar. Je fais une dernière petite photo du château. Une avec vous. Allez. Une tous les deux, si vous permettez. Voilà, un immense merci pour votre accueil. Au plaisir de vous revoir. Je repasserai un jour, j'espère. Absolument. Au revoir. Au revoir. Rouvrir le passé. Pour un voyage dans le temps, pour le meilleur et pour le pire. Bienvenue dans la prison de Karosta, à l'ouest du pays. Ce bâtiment a fait trembler le pays durant toute l'occupation soviétique. Aujourd'hui, Christas en a fait son terrain de jeu. Quand je suis venu la première fois ici, j'avais 13 ans. Et ce n'est pas par hasard. Ma mère a repris ce bâtiment, elle l'a sauvé de la destruction. J'étais encore un adolescent. J'allais à l'école et après la classe, je venais ici pour jouer aux prisonniers. Les Russes sont partis, le pays est désormais libre et des sites longtemps restés interdits comme Karosta livrent désormais leurs secrets. Durant plus d'un siècle, des milliers de personnes ont ici été emprisonnées. Christas a grandi avec ces fantômes du passé. Au mur, les messages laissés par des déserteurs, des militaires russes désobéissants ou des opposants politiques lettons. Depuis 20 ans, la prison est vide. Et c'est la vie qui a repris le dessus. Des fois, j'invitais mes amis ici. On s'amusait. On allait de cellule en cellule. On essayait d'imaginer comment c'était à l'époque. J'ai bien aimé mon enfance. Et la mémoire fut. Avec sa mère, Christas a converti cette prison en un lieu de souvenir. Les cellules ont été gardées dans leur jus. Il a juste fallu retrouver les portraits de Staline et de Lénine. Nous avons pensé que la meilleure façon de comprendre cette période de l'histoire, ce n'est pas seulement de l'étudier dans les livres, mais de la vivre et de ressentir ce que ça pouvait être. Et c'est ce que nous proposons ici. Pour un résultat détonnant. Mettez les mains derrière le dos. Retirez-moi ces lunettes de soleil. Bienvenue dans une visite plus vraie que nature. Répétez après moi. Oui, commandant en chef. Chaque week-end, une troupe d'acteurs propose aux visiteurs de revivre cette page de l'histoire lettonne. Aujourd'hui, c'est ce groupe d'étudiants venus de toute l'Europe qui va passer un sale quart d'heure. Vous êtes supposé incarner le futur de l'Europe et du monde. Mais ce que je vois en face de moi, c'est une bande de clowns. Parmi les recrues du jour, Rafaela, une étudiante française. Face à elle, dans la troupe, on trouve même un ancien légionnaire qui joue les tortionnaires. Soviétique Union ici. La France, c'est fini ici. On ne rigole pas. Oui, chef. Debout! C'est à l'intérieur que les choses sérieuses commencent. Pour notre jeune Française et ses amis, l'inquiétude commence à se lire sur les visages. Ils ont peur maintenant tous. T'as vu tout à l'heure comment ils ont rigolé, hein, maintenant? Ils sont tous fermés là, maintenant. Emprisonnement dans les cellules d'origine. Visite médicale corsée.
séance photo militaire. Chaque visiteur est invité à revivre le quotidien des anciens détenus. Une manière originale de prendre conscience de la cruauté des conditions de détention à l'époque. Ça c'était pas du tout ça. On ne savait pas à quoi s'attendre en fait. Donc, on apprend avec humour. Mais là, on rigole, donc on n'arrive pas vraiment à imaginer ce que c'était, mais ouais. Un petit peu comme c'était particulier quand même. Cette expérience que vous venez de vivre n'est même pas la moitié, même pas 0,001% de tout ce qu'ont pu subir les prisonniers incarcérés ici jusque dans les années 90. Parce que tout ce qui s'est passé ici, pendant plus de 92 ans, a été un vrai supplice pour tous ceux qui ont fini là. Mais tu regardes comment ils sont, comment ils avaient au début et comment ils sont maintenant. Ça pense, ça bouge la tête, ça commence les pensées. Partout sur son territoire, la Lettonie voit se développer ce tourisme de mémoire. Les sites abandonnés par les Russes ne manquent pas, comme cette spectaculaire forteresse de Liepaja, construite au début du XXe siècle et aujourd'hui rongée par la mer Baltique. Après la prison de Karosta, Christas compte bien miser sur le potentiel touristique de ce site. Je pense qu'il est très important de se souvenir de notre histoire, surtout l'histoire récente du XXe siècle. C'est elle qui nous façonne et qui fait la Lettonie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ce souvenir, c'est aussi une motivation pour préserver la paix et tout faire pour arriver à rester libre pour toujours. Je pense que c'est un sacré défi pour les générations futures. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut, moi c'est Sophie. Yoris. Ravie de te rencontrer. Yoris, j'avais envie de terminer cette belle aventure sur l'eau. Et avec toi, je crois que j'ai trouvé une très bonne idée. Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? On va aller faire une balade sur le canal, dans le centre de la ville. Ok, on va y aller. Pour toi, c'est vraiment important de montrer, de faire découvrir ta ville sous un autre angle? Oui, bien sûr. Parce que ma ville préférée, c'est Riga. Ah, très bien. Et pouvoir montrer la ville d'un autre angle, avec un autre point de vue, c'est un immense plaisir. Ce canal-là, il traverse vraiment tout Riga? Le canal, c'est une protection naturelle. Il existe depuis très longtemps. Il entoure toute la ville et par conséquent, il la protège. Ah ben, il y a des pêcheurs sur le canal. Qu'est-ce qu'ils attrapent ici? Rien, ils font juste partie du décor. Ah, d'accord. La bienne. La bienne. Ici, les gens sont ouverts aux autres. Même si parfois, ils peuvent paraître pas très chaleureux. Avec un peu de distance. Si tu commences à parler avec eux, ou que tu leur demandes quoi que ce soit, ils feront de leur mieux. Ouais, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec tous les gens que j'ai rencontrés. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Il y a des gens très accueillants, absolument charmants ici. Derrière parfois une apparence un peu froide et distante, mais les gens sont vraiment très sympas. Je suis d'accord avec toi.
L'atout de Riga, c'est aussi qu'elle offre beaucoup d'opportunités. Ici, beaucoup d'habitants travaillent dur pour créer des entreprises, créer des projets innovants, et je pense que Riga, et la Lettonie en général, est vraiment l'endroit où tu peux commencer n'importe quel business et le faire rapidement. Vraiment, tout ce qui te passe par la tête, tu peux le réaliser. C'est bien, c'est une ville qui a un gros potentiel. Alors voilà un monument, un phare de la ville que j'ai croisé plusieurs fois dans mon voyage. C'est vraiment un symbole. Hein. Ça symbolise l'union. Belle image en tout cas pour terminer ce voyage. Nous nous quittons en admirant l'un des plus beaux panoramas sur la ville de Riga. C'est la fin de cette idée week-end de nos échappées belles. Après avoir vécu bien des tourments et des épreuves dans leur histoire contemporaine, on sent que les Lettons ont vraiment aujourd'hui envie de s'ouvrir vers un avenir plus radieux. En tout cas, je leur souhaite. Alors grâce à Ilse, j'ai appris à récolter l'ambre et j'ai gardé dans ma poche un petit souvenir, un petit porte-bonheur et j'en profite pour vous envoyer plein de bonheur par procuration et je vous remercie de m'avoir accompagné. Je vous embrasse très très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages et comme on dit ici, ata! Salut les amis! Ça nous fera un souvenir. M'enfermez pas dans la cave. Non, non, non. Ah, voilà.